Parce que nous recevons aujourd'hui des combattants hors normes. Alors quand on a dit résistance et renaissance pour ce cycle-là, on n'avait pas rêvé de les avoir dans notre collège, dans ce lieu d'études où l'excellence et les relations humaines sont une priorité. Et vous êtes tous nos associés d'une manière ou d'une autre. Alors, chère Béate, cher Serge, vous êtes ici chez vous. Je sais que demain vous serez israélienne et vous l'êtes déjà depuis 15 ans. C'est formidable de vous avoir chez nous pour ce premier pas, avant que de recevoir cette citoyenneté qui est très particulière parce que incontestablement votre combat, vos activités ont fait de vous des modèles qui sont l'honneur de la France qu'on aime, la France de la République, la France de la laïcité, la France de la résistance, mais aussi vous êtes l'honneur et la dignité du peuple juif, pas seulement de la communauté juive de France assassinée et décimée pendant la Shoah, mais pour tous les autres dont je fais partie, les enfants et les petits-enfants, de ceux qu'on a aimés sans jamais les connaître, et à qui vous avez redonné une identité, un nom, qui à jamais ont offert à chacun d'entre eux une sépulture. C'est tout le sens de la dignité et de l'honneur de chacun d'entre nous. Alors, ce soir, je voulais, avant de passer ce long moment avec vous, vous dire où vous êtes. Vous êtes ici dans ce lieu d'études, donc que vous avez juste le temps de à peine visiter, mais qui est très particulier parce que nous avons fait le choix, il y a presque 13 ans maintenant, de la francophonie, de ce rapport un petit peu équivoque, mais tellement amoureux entre la France et Israël, dans ce collège qui nous fait accueillir des jeunes étudiants français dans des conditions très particulières, avec le maximum de chances de réussir et de fabriquer des outils d'avenir dans toutes nos facultés, puisque tous nos diplômes sont hautement reconnus et appréciés par le Conseil national de l'enseignement supérieur d'Israël, et qui nous permet, grâce à vous tous ici, qui représentez des fondations, simplement des gens qui viennent très souvent, fidèlement, à tous nos cycles, à toutes nos activités, qui nous permettent véritablement de mettre en place un fonds de bourse, un fonds de tutorat, en échange de quoi d'ailleurs tous nos étudiants fabriquent du volontariat auprès d'enfants en difficulté, de familles en difficulté à Netanya, ce qui crée un tissu social tout à fait remarquable autour de ce collège et qui a changé véritablement, disons, l'ethnographie de la ville de Netanya. Et à cet égard, pour le mieux, bien entendu. Alors, la maire de Netanya n'est pas avec nous ce soir, puisqu'elle attend le maire de sa ville jumelle, M. Estrosi, qui a un petit peu de retard avec son avion. Mais en tout cas, tous les deux sont des partenaires remarquables que nous aimons et que nous remercions et que nous accueillons toujours avec le plus grand plaisir. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le professeur Tzvi Arad, qui est l'un des plus grands mathématiciens que nous ayons dans ce pays, qui est un homme remarquable, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille, et qui permet, c'est lui qui a inventé le concept des collèges académiques en Israël. C'est lui également qui a mis en place un magnifique programme d'excellence en mathématiques et en physique. Famille Pinto, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous le plus vite possible, au premier rang. Merci. Vite, 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 vite. Sinon, je perds le fil de ce que je racontais. En tout cas, vous êtes là, donc je vous dis merci à vous aussi de nous soutenir. Et il y a la fondation d'Alfonso Saba, la fondation Rachi, la fondation Steinmetz, et puis les gens de l'OSE, que je voudrais saluer, toute la délégation de l'OSE, avec son président Jean-François Gutmann, l'œuvre de secours aux enfants, sa directrice, Patricia Citrus, bienvenue. Je voudrais saluer également les gens qui les accompagnent, bien entendu, et puis notre ami Arié Bensemoun, qui est le président d'Elnet France, qui fait des petits miracles chaque jour entre la France et Israël, entre l'Europe et Israël, pour essayer de renverser le narratif israélien. C'est pas toujours facile. Merci d'être là. Et donc la région PACA, qui pour le moment est en cours de route, nous les attendrons et nous les remercierons quand ils seront là. Ce que je dois vous dire,
c'est que mon oncle, le frère jumeau de mon père, Samuel Badgenstein, a été pris le 17 juillet 1942 et envoyé à Auschwitz, dont il n'est jamais revenu. Que mes grands-parents maternels, Hélène, Léa, Morozov et Vassili, eux, ont été pris le 23 juin 1943. Jusqu'à ce qu'il y a une trentaine d'années, maman, Myriam, soit rentrée à la maison avec la première édition du mémorial de Beat et de Serge Klarsfeld. J'ai été élevée dans une abstraction totale de ces gens très aimés et j'ai eu du mal à comprendre qu'ils avaient véritablement existé. Mais le jour où elle a passé ses doigts sur les noms et qu'on s'est tous un petit peu recueillis autour de ces numéros, de ces images, de ces mots, mon frère et moi avons compris qu'ils avaient existé, qu'ils avaient été là. Et d'un seul coup, on a compris le sens du regard et de certaines mélancolies et du languissement de nos parents. Et du fait que nous avions été élevés sans grands-parents, sans oncles et sans tantes. Alors, aujourd'hui, je tenais, au nom des miens et au nom des 76 000 juifs français qui ont été, grâce à vous, Beat et Serge, identifiés, à qui vous avez donné un nom et un sens et une relation aux familles qui sont restées derrière eux, je voulais vous dire merci. Et je voudrais vous demander à tous de vous lever pour une minute de silence. Merci. Ce que vous avez fait, Serge et Beat, c'est au-delà de l'identification, au-delà de la dignité, au-delà de la sépulture, au-delà de ces combats incroyables dont on va parler en détail à l'occasion de votre livre Mémoire, vous nous avez permis de faire une transmission qui donne tout le sens à notre histoire, à notre parcours, à chacun et à chacune d'entre nous. Et je suis heureuse que mon fils soit là ce soir. Il porte le nom de son oncle. Il s'appelle Alexandre Sacha, comme s'appelait Samuel Badgenstein. Donc voilà, c'est le sens de votre travail, c'est ce qui nous a permis de rester une famille, même avec ceux qui sont absents. Je voudrais simplement maintenant lire l'hommage du grand philosophe Yankelevitch, qui a écrit à l'occasion de la première version du mémorial la chose suivante. Il a dit « Le mémorial de Serge Klarsfeld, perpétuant le souvenir des 75 000 déportés juifs de France, s'impose d'abord à l'historien par l'énormité du travail qu'il représente et par la rigueur impitoyable, méthodique, minutieuse, qui a présidé à son élaboration, mais aussi par l'immensité des souffrances que ces listes de noms évoquent. Nous avions beau savoir tout ça, nous ne savions rien. Nous avions beau le redire, inlassablement, nous n'avions encore rien dit. Ce mémorial établit l'identité de près des 80 000 juifs avec le maximum de précision et au prix de 1000 difficultés. Ce travail particulièrement aride revêt une importance morale exceptionnelle. La personne humaine porte un nom et elle est un être humain par ce nom qui la désigne. Elle ne se perd pas dans l'anonymat de l'espèce comme les chiens abandonnés. Mais les tortionnaires bureaucrates s'acharnant à déshumaniser le plus complètement possible les sous-hommes commençaient par anéantir leur état civil, prélude à l'incinération. Le déporté n'était plus qu'un numéro impersonnel sur le matricule des sous-hommes interchangeables. Le mémorial de Serge Klarsfeld fait sortir de la nuit et la nuée en les appelant par leur nom les innombrables fantômes anonymes annihilés par leurs bourreaux.
Nommer ces ombres pâles, c'est déjà les convoquer à la lumière du jour. Notre bonne mémoire, c'est le seul lien qui retient hors du néant les voyageurs fantômes des convois de l'amour. Une plainte immense qui monte de la terre mélangée aux autres, des milliers de martyrs. Elle nous supplie d'être fidèles, de protester et d'attester jusqu'au siècle des siècles. Dans Mémorial, il y a avant tout la mémoire. La bonne mémoire. Serge et Béate, mes amis, vous êtes les chevaliers de la bonne mémoire. Alors maintenant, on va travailler. On va commencer par le commencement. Honneur à Béate. Béate, racontez-nous le début de ce parcours extraordinaire. Comment c'est arrivé? Cette conscience qu'il fallait agir et faire quelque chose, comme vous dites si bien, avec tant de simplicité, mais c'est tellement énorme. Vous avez fait tellement de choses. Racontez-nous le début. Voilà, donc j'étais élevée en Allemagne, à Berlin, et quand l'appartement était bombardé, on a dû quitter Berlin. On est revenu après la guerre. Mon père, qui était dans l'armée allemande, a eu la chance d'être arrêté par les Britanniques, donc en 1945, il a pu rejoindre la famille. Là, on était évacués, et puis on a recommencé une vie assez dure, parce que l'Allemagne était quand même aussi en ruine. Berlin, ma ville natale, est une ville en ruine. Et puis donc peut-être là, un petit peu, j'ai compris ce que c'était la guerre, parce que c'était une ville très dure, la ville après la guerre pour les Allemands aussi. Et puis, j'ai passé ma jeunesse à Berlin. À l'école, on peut dire, à l'époque, on n'enseignait pas sur l'Holocauste, ni ce qui était passé entre 1933 et 1945. Et puis finalement, je suis en 60, j'ai décidé de quitter Berlin pour voir autre chose, apprendre une langue française, la langue française, et d'élargir aussi mon horizon, c'est-à-dire en Allemagne, mon avenir était un petit peu déjà dessiné par bien marié, avoir des enfants, donc je voulais sortir un petit peu de ça et voir autre chose. Et je suis décidée, donc j'avais une amie qui était revenue fille au père d'Angleterre, elle m'a dit je vais en France, accompagne-moi. J'avais donc 21 ans, mes parents qui n'étaient pas tellement ravis de cela n'ont pas pu s'opposer, et je suis venue à 21 ans arriver à Paris. Et là, j'ai eu la chance, j'étais fille au père à Boulogne, et quand j'ai pris le métro un jour, c'était justement le jour où... Sacrée histoire de métro, hein. Je vous demande de bien faire attention à ce qui se passe dans le métro à cette époque-là. Voilà, donc j'ai cherché à aller à Sciences Po et moi à Boulevard Raspail, donc c'était le même chemin en métro. Et puis donc Serge s'est approché de moi, c'était un jeune homme très élégant, et moi j'étais petite jupe aussi très bien maquillée, et puis jupe courte. Alors il m'a dragué, il m'a dit est-ce que vous êtes britannique, est-ce que vous êtes anglaise? J'avais le livre de l'Alliance française, donc il savait que je suis étrangère. J'ai dit non, je suis allemande. Et donc notre conversation a commencé dans le métro, et quand il y avait un changement de métro, j'ai continué sur une autoroute, et lui aussi m'a dit donnez-moi votre numéro de téléphone dans la famille au père. Je l'ai donné, et puis je crois 2 jours après, tu m'avais téléphoné. On ne va pas vous demander exactement ce qui s'est passé après, on va s'arrêter là pour être tout à fait sûr de rester politiquement correct. Alors Serge, il faut revenir à Nice quand même, au départ. Racontez-nous. Le placard. Comme un certain nombre d'entre vous, parce que je vois beaucoup de têtes non pas chauves, mais blanches. Beaucoup d'entre vous ont été enfants, je suppose, en France, et ont vécu la Shoah. Nous étions des enfants pourchassés. Nous savions que nous étions condamnés à mort pratiquement si on était arrêtés. Mon père nous avait dit quelques jours avant la rafle, si on est arrêté, je survivrai parce que je suis fort, mais vous ne survivrez pas. Et comme on ne pouvait pas quitter Nice, parce que tout était contrôlé par les Allemands qui venaient d'envahir Nice et qui prenaient la succession des Italiens qui avaient, eux, protégé les Juifs, eh bien, il a construit un double fond dans un placard qui était assez profond,
et qui s'ouvrait par le bas, ce double fond. Et puis nous avions instruction, on a répété, au cas où les Allemands arrivent, lui il ouvre la porte pour que les Allemands ne fouillent pas trop. Et puis nous, ma mère, ma soeur et moi, on se cache, on entre avec nos vêtements derrière, mes parents refont les lits et puis mon père accueille les Allemands. C'est ce qui s'est passé. Et puis à minuit, on a eu les projecteurs, c'était le 30 septembre 1943, qui ont éclairé le plafond. Le bloc d'immeubles était entouré par des camions allemands avec des projecteurs, et la Gestapo montait étage par étage et vérifiait les identités, ou peut-être avait-il des indications où se trouvaient des juifs dans l'immeuble. En tout cas, c'est comme cela que ça s'est passé. Et nos voisins, dont le placard donnait dans l'appartement de nos voisins, il y avait un mur mitoyen, et puis on entendait, ils sont d'abord entrés chez eux, et ils ont frappé les enfants pour faire avouer devant les parents où se cachait le fils aîné. Et les parents ont dû avouer où se cachait le fils aîné, qui n'était pas dans la maison, et qui a été lui aussi déporté avec son père, sa mère et ses deux sœurs. Et c'était nos camarades de jeu. Et nous entendions les cris, et nous entendions le père hurler « Police française, sauvez-nous, nous sommes français ». Ils n'étaient d'ailleurs pas français, ils étaient polonais, mais ils avaient des faux papiers. Mais disons, ça m'est resté, parce que moi, je n'ai jamais eu, si vous voulez, contrairement à à la très très grande majorité des enfants juifs en France, je n'ai jamais eu à craindre la police française, je n'ai eu à craindre que la Gestapo, parce que avant il y avait les Italiens, avant il y avait Vichy qui a mené une grande rafle à Nice le 26 août 1942, et cette grande rafle ne concernait pas les juifs roumains, concernait les juifs polonais, les juifs russes, les juifs allemands, autrichiens, tchèques, mais pas les juifs roumains. À 3 semaines près, j'ai échappé, puisque les juifs roumains, c'était 3 semaines après. On n'a pas eu le temps donc d'avoir peur, et je n'ai jamais eu à craindre la police française. Nous nous sommes réfugiés ensuite, quelques mois plus tard, après avoir connu des semaines d'une vie très difficile pour ma mère, surtout parce qu'elle marchait dans la rue d'un côté, nous de l'autre côté, sur l'autre trottoir. On avait des instructions en cas d'arrestation de ma mère, et nous allions de meublé en meublé, essayant d'échapper aux traques des Allemands. Mais les Allemands étaient peu nombreux. La Gestapo, l'armée allemande a arrêté au bout de 2 ou 3 semaines de coopérer avec la Gestapo, et la Gestapo était réduite à elle-même ou bien à des Français qui aidaient, membres du PPF ou membres de la milice qui était forte à Nice. Donc ils encerclaient tout d'un coup, ils bloquaient des rues, et puis ils regardaient les papiers, etc. Ils contrôlaient même, ils déshabillaient les hommes pour savoir s'ils étaient juifs, etc. C'était vraiment les rafles les plus dures qu'il y ait eu en Europe occidentale, parce qu'il y avait beaucoup de juifs à Nice et que la Gestapo voulait s'en emparer, d'autant que ça faisait 1 an qu'ils attendaient, puisque les Italiens résistaient. Donc on a eu cette nuit qui était une nuit terrible, et puis on a eu quelques mois d'angoisse. Ma mère finalement est revenue dans l'appartement et nous a dit si les Allemands arrivent, moi je resterai, j'ouvrirai la porte, et puis vous irez dans la cachette, etc. Bon, et ensuite on est parti en Haute-Loire, et en Haute-Loire c'était autre chose. La population française était tout à fait, et les autorités françaises étaient protéger les Juifs dans la mesure où les événements militaires avaient évolué, et il n'y avait pas de Gestapo en Haute-Loire. Notre ami Jean Kahn, qui présidait à beaucoup d'institutions françaises, a passé son baccalauréat au Puy. Une fois, j'étais, dans la rue après le couvre-feu. Eh bien, c'est un soldat allemand qui m'a ramené à la maison. Il y avait le colonel allemand qui commandait, véritablement ne s'intéressait pas à la question juive, et on a pu donc survivre. Voilà, donc ça c'est
l'arrière-plan Ça, c'est le début. de ma vie. Ensuite, j'ai voulu faire comme beaucoup de juifs en France, c'est-à-dire tout simplement aller à l'école et puis commencer une autre vie. Simplement, comment dire, le destin a voulu que je prenne le métro en même temps que Béat. Voilà, c'est l'amour, comme on dit en France. C'est l'amour qui décide. Je ne sais pas si vous avez promis une vie paisible et calme. Je pense au début, certainement, on pensait d'avoir, on est restés ensemble, donc on a passé 3 ans avant de se marier, mais enfin, disons, Serge m'a quand même aussi beaucoup, donc j'ai appris l'histoire de son père, que son père a été déporté, gazé, donc, par mon peuple. Et puis, comme j'ai aussi commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Holocauste, du génocide, et puis j'ai lu beaucoup de choses, donc j'étais un peu préparée, ce que n'était pas le cas à Berlin, bien sûr, parce que les professeurs n'en parlaient pas, et ni mon milieu familial. Donc j'avais un petit peu, je ne me sentais pas coupable, mais je pensais quand même en tant qu'Allemande, on peut faire quelque chose. Et puis Serge avait aussi quelques amis qui disaient, oh, sortez une Allemande, il y avait quelques préjugés. Et puis Serge me dit, écoute, Béat, tu n'es pas coupable, il y avait Hans-Sophie Scholl. C'était donc l'exemple que je souligne toujours, vous vous rappelez, ces étudiants de la Rose Blanche qui sont opposés au nazisme à Munich, qui étaient arrêtés avec le professeur et décapités à l'âge. Donc, c'était un petit peu quand même, c'est entré en moi que si tu es allemande, tu as quand même un certain rôle à jouer. Et puis, j'étais entrée justement parce que je voulais faire quelque chose entre la France et l'Allemagne. En 1963, je suis entrée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, après la signature du traité avec Adenauer et de Gaulle. Et j'étais ravie d'avoir dans un office où on échange la jeunesse allemande avec la jeunesse française. Et en 1966, quand l'Allemagne a élu comme chancelier, comme dirigeant de la politique allemande, un ancien nazi propagandiste, Kurt Kiesinger, Serge m'a dit, écoute, en tant qu'Allemande, tu ne peux pas laisser faire. Donc, c'était, disons, on n'était jamais en principe, nos actions n'étaient jamais préparées par nous, mais c'était des événements qui nous forçaient à agir. Voilà. Écoutez, sans cette espèce de conscience morale complètement extraordinaire que vous aviez en vous, je ne pense pas qu'on aurait pu imaginer que quelqu'un, une femme jeune, se décide de gifler un candidat à la... il était chancelier à l'époque, non? Il était chancelier, bien sûr, il est élu en 1966, mais en principe, donc, Serge, en tant qu'historien, nous a commencé à réunir, parce que les journaux en parlaient peu de son passé, et puis même en Israël, on ne bougeait pas du tout. Et alors donc Serge a commencé en tant qu'historien à réunir les documents sur son passé. Le ministre de la propagande, il avait beaucoup de documents. Il y avait en Allemagne de l'Est, il y avait à Washington. Et Serge a commencé à constituer un grand dossier. Il est allé en Allemagne de l'Est, il a obtenu la permission de rechercher les derniers documents. On a publié des brochures, on les a distribuées un peu aux parlementaires, aux journalistes. J'ai fait des conférences dans des universités allemandes et pour expliquer même aux jeunes Allemands, c'est pas possible que l'Allemagne, si peu de temps après la guerre, se choisisse un propagandiste nazi à la tête du gouvernement allemand. Vous l'aviez interrompu d'ailleurs dans un petit discours. Donc, cette campagne... interrompu dans un petit discours. Oui, mais étant donné que toute leur campagne pour apprendre aux gens, aux parlementaires qui sont passés, personne ne bougeait. Donc on a commencé à essayer de changer les méthodes. On savait que la presse, en principe, aime des scandales. Et s'il y a quelque chose qui arrive, ils parlent justement du scandale, mais aussi ils sont obligés de parler du contenu. Donc la première, justement, l'occasion, c'était d'interrompre son discours au Parlement allemand, à Bonn, où j'écris Nazi Kiesinger démissionne, donc il a dû interrompre. Mais le lendemain, la presse quand même parlait de l'interruption, mais déjà commencé à parler de son passé. Et puis après, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de très spectaculaire, parce que notre demande, c'était qu'il démissionne. Voilà. Pas moins que ça. Démissionner. Faire démissionner un chancelier, mais vous êtes arrivé? Non, on n'est pas arrivé à le faire démissionner, mais comme en face de lui, il y avait Willy Brandt, qui était social-démocrate et qui, lui, avait résisté pendant la guerre, avait porté l'uniforme norvégien et avait combattu l'Allemagne, son pays,
eh bien, Beat a fait la campagne de Willy Brandt tout en faisant la campagne contre le chancelier et en démolissant la respectabilité du chancelier allemand et en allant partout où le chancelier allait. En Allemagne, Beat était, comme une caricature la montrait, elle était sur un balai, comme la sorcière devant l'avion du chancelier, partout Beat allait, et mobiliser la jeunesse allemande en disant, et la jeunesse allemande politisée, il y en avait une à l'époque qui s'appelait l'opposition extra-parlementaire, qui était à la gauche du Parti socialiste et qui s'est mobilisée partout où le chancelier se rendait. Eh bien, les jeunes étaient là avec le bras levé et manifestant le refus d'avoir un chancelier et d'avoir même, pas seulement le chancelier, mais une génération de ministres, de responsables de l'Allemagne fédérale qui étaient d'anciens nazis. Et la gifle que Beat avait administrée à Kiesinger était la gifle que la fille avait donnée à son père, en fait. C'était ça le symbole, et si c'était un symbole très fort, et les Allemands l'ont ressenti comme cela, c'est la gifle que la cette fille photo a donnait fait à le tour son du monde, père. parce que moi je me souviens de l'avoir Oui, vu. c'était une action donc bien préparée, mais enfin, disons, c'était une action qui n'était pas... Enfin, Parce qu'elle ne se lève pas le quoique matin, dans l'université, il y avait quelques mois avant, il y avait un grand meeting à l'université de Berlin, et il y avait Günter Grass, qui d'ailleurs était un des premiers à envoyer une lettre ouverte à Kiesinger après son élection comme chancelier en disant si vous êtes un homme honnête, vous devez démissionner, ce que l'autre n'a pas fait, bien sûr. Et puis je dis, écoutez, toute la campagne que j'ai faite, ça n'a rien donné, eh bien je vais lui flé. C'était donc annoncé publiquement, les jeunes, bon, je vous ai Beat, enfin, en principe, après, ils étaient d'accord avec cette gifle, il me dit encouragé. Et puis, c'était donc quelque chose qui était, oui, c'était d'abord, il y avait les journalistes, il y avait un congrès CDU qui était contesté par les jeunes, par les alliés aussi, parce que ça a eu lieu à Berlin-Ouest. Et donc, c'était aussi un hasard que j'ai pu arriver, parce que j'étais partie pour une semaine à Berlin, il y avait le congrès, il y avait plusieurs événements, et puis le dernier jour, j'avais aussi donc une carte combat du journal de Serge, où j'avais justement publié mes tribunes libres, c'est pour ça que j'étais révoquée de l'Office franco-allemand. Et puis, j'étais aussi un journaliste d'un journal hebdomadaire der Stern. J'ai dit, écoute, voilà ce que je vais faire. Tu as un appareil de photo. Je vais essayer de passer derrière Kiesinger. Et quand il y a cette gifle, tu vas photographier. Il a pas raté, il n'a pas vu exactement la gifle, mais juste après. Donc, c'était quelque chose qui, quand Kiesinger s'est retourné, donc j'ai giflé sur la joue et sur l'œil. Il avait donc un peu l'œil abîmé, des lunettes marron. Donc, dans l'article, quand j'ai protesté contre lui, j'avais déjà dit, il a fait aussi bonne réputation dans les rangs des chrétiens démocrates que dans les rangs des chemises brunes. Donc, il a eu tout de suite, c'était Beat Klarsfeld, parce qu'il connaissait nos publications et ma campagne contre lui. Et il n'était pas d'accord pour porter plainte, mais enfin, l'entourage l'a dit, et le jour même, j'étais condamnée à 1 an de prison ferme. Donc, c'était ça aussi le grand scandale. Donc, la gifle, et le même jour, les journaux, 1 an de prison ferme, c'était ça le grand scandale. Oui, et puis ensuite, comment dire, aux élections de 1969, Willy Brandt a gagné à la surprise générale de vraiment 0,5% de voix. Il a remporté les élections. Ça a fait peut-être la différence, en tout cas. Ce qui est important, c'est que depuis, l'Allemagne a connu une évolution positive. Et la meilleure preuve, c'est que Beat a eu en 1968 1 an de prison ferme, et en 2012, elle était une des 2 candidates à la présidence de la République allemande. Donc, il y a une grande évolution. Serge et moi, nous avons été décorés par l'Allemagne avec le Bundesverdienstkreuz au mois de juillet l'année dernière. Au mois de juillet dernier, l'Allemagne fédérale nous a décerné l'officier du mérite de la... Donc,
l'évolution est favorable. On a accompagné, et puis pas seulement dans cette affaire, mais dans d'autres affaires, et en particulier, puisque c'est sur la mémoire des Juifs de France, c'est que si les Juifs qui avaient été victimes de la Shoah n'étaient pas identifiés à l'époque, et les criminels qui avaient déporté les Juifs de France n'étaient pas jugés, ni les collaborateurs français qui représentaient l'État français de Vichy, cela n'était pas jugé. Donc tout ce travail qui a eu lieu, ensuite il a fallu l'identifier, ça c'était un très gros travail, mais il a fallu aussi faire juger les criminels, et là on a engagé un combat où nous avons été rejoints par la génération des fils et filles des déportés juifs de France, les orphelins surtout, et les orphelins nous ont aidés, nous ont soutenus, et sont allés avec nous en Allemagne, et nous avons emmené aussi beaucoup de jeunes au terme du travail, c'est-à-dire au procès de Cologne. Il y a des milliers de juifs, de jeunes juifs, nous les avons fait venir par trains spéciaux, par car de toute la France, pour qu'ils voient qu'ils soient témoins au milieu du XXIe siècle d'avoir vu ce procès des bourreaux. C'était les dirigeants de la solution finale en France, et ils étaient impunis. Et quand nous les avons retrouvés, ils étaient hommes d'affaires, comme Lischka, Hagen, ils étaient, avocats, comme Heinrichson, bourgmestre de sa ville. Bourgmestre de sa ville, un bon bourgmestre d'ailleurs, connu dans toute la ville pour être un bon bourgmestre, mais il avait déporté les enfants juifs de la rafle du Veldiv, et il les avait déportés avec un très grand plaisir, parce que les témoins disaient qu'il était toujours là, à chaque déportation d'enfants, avec un grand sourire aux lèvres, et il présidait impitoyablement à ces départs de milliers d'enfants vers Auschwitz. Nous avons retrouvé le chef de la Gestapo de Paris, c'est pas rien, il était dans les livres d'histoire, il n'avait pas été identifié par les services français. Nous l'avons retrouvé président de chambre du tribunal des affaires sociales du Land de Basse-Saxe, spécialiste des problèmes de victimes de guerre. C'était un capitaine SS, mais tous les responsables allemands en France à un niveau élevé étaient tous des gens ayant reçu une bonne éducation, ayant la trentaine, et ils se sont reconvertis dans la société allemande parce que c'était les seuls criminels nazis au monde qui ne pouvaient pas être punis, parce qu'ils ne pouvaient pas être extradés vers la France où ils avaient commis leurs crimes, parce que la France avait approuvé la loi fondamentale allemande qui lui tient lieu de constitution, et l'article 16 dit « l'Allemagne fédérale n'extrade pas ses nationaux ». Et lorsque la France a dit aux Allemands, lorsqu'elle a vu que le général Lammerding était devenu millionnaire et dirigeait une grande société de transport alors qu'il avait dirigé le massacre d'Oradour-sur-Glane, eh bien la France a demandé à l'Allemagne de les juger. L'Allemagne a répondu « Ah non, vous nous avez interdit d'être compétents pour les affaires qui ne sont pas classées en France. Vous avez condamné ces criminels par contumace. Nous ne pouvons pas les juger parce que les affaires de contumace sont des affaires non classées. » Ce qui fait que ni jugés en Allemagne, ni extradés vers la France, ils étaient absolument assurés de l'impunité. Il fallait donc faire voter une loi en Allemagne pour qu'ils puissent être jugés. Et là, nous avons commencé aussi par une action illégale pour faire éclater le scandale, c'est-à-dire une tentative d'enlèvement de Kurt Lischka, qui était l'homme qui avait dirigé toute la Gestapo en France. Et cette tentative n'ayant pas réussi, eh bien Beat est allé en Allemagne avec le dossier de Lischka en disant « c'est moi qui ai préparé cette tentative » et le juge ne pouvait que l'arrêter puisque s'il ne l'arrêtait pas, ça voulait dire qu'on pouvait agir illégalement en Allemagne. Mais à partir du moment où il l'arrêtait, eh bien, il y avait une mobilisation en France, il y a eu en Israël, il y a eu, disons, une mobilisation, parce que la représentante des victimes était en prison, et le criminel était libre et assuré d'être libre tant qu'il n'y aurait pas de loi.
Et alors on a continué sur cette lancée, on a accompli, je ne sais pas, une quinzaine d'actions illégales, et c'était un bras de fer avec la société allemande, tant que la société allemande ne plierait pas et tant que le Parlement ne voterait pas une loi pour que ces criminels soient jugés en Allemagne. Helmut Schmidt, le successeur de Willy Brandt, l'a fait. Helmut Schmidt et Willy Brandt sont les deux grands chanceliers qui ont changé l'Allemagne. Et le procès a pu s'ouvrir encore après quelques années de lutte avec la justice allemande. Et le procès était un procès exemplaire qui s'est passé sous notre contrôle. Aujourd'hui même, d'ailleurs, nous étions au restaurant avec vous, Claude, et quelqu'un est venu nous dire « j'étais à Cologne ». Parfois, quand on prend le métro, quelqu'un La dit « vérité, c'est qu'on ne peut pas faire 2 pas dans Tel Aviv avec les Klarsfeld sans qu'il y ait quelqu'un qui nous aborde et qui nous dise « écoutez, on veut vous dire d'abord toute notre admiration, notre respect, notre amour, mais au-delà, on était à vos côtés pour un certain nombre d'actions illégales. » Aujourd'hui, justement, là où il y a eu le procès à Cologne, à Peloplatz, et aujourd'hui, j'ai obtenu, aujourd'hui ce n'est plus criminel, mais c'est administratif, j'ai obtenu du président qu'une plaque soit installée dans cet immeuble en disant, rappelant le procès, en disant 10 000 Français sont venus. Donc, voilà. Et le ministre de la Justice était là pour cette ouverture. Beaucoup de nos actions sont suivies de plaques 20 ans après, 30 ans après, parce que l'évolution de l'Allemagne est positive. Bon, on le voit d'ailleurs avec le problème des immigrants, où l'Allemagne accueille 1 million des migrants, alors que les autres pays d'Europe ne veulent pas les accueillir. La chancelière a des problèmes, les migrants c'est pas facile, mais en tout cas, l'Allemagne va dans le sens inverse du nazisme, ce qui est quand même quelque chose de positif. Et il faut aussi signaler que la France ne nous a jamais empêché de faire quoi que ce soit, d'abord parce qu'on a fait son travail, et puis on a fait aussi l'action découvrir Klaus Barbie et faire tout ce qu'il fallait pour que Klaus Barbie puisse revenir sur les lieux de ses crimes, mais ça nous a pris une douzaine d'années. Mais finalement, on a réussi et Klaus Barbie a pu être jugé en étant expulsé de Bolivie. Mais il n'a pas été expulsé comme cela, il a été expulsé par nos amis avec qui on avait entrepris, là également, d'enlever Klaus Barbie en 72, et on a réussi en 83 finalement à le faire enlever plus ou moins officiellement par nos amis boliviens qui sont venus au pouvoir. Voilà. Est-ce que vous avez eu une relative collaboration de l'administration française? Parce que vous nous parlez de l'Allemagne, son évolution. Une collaboration qui était passive, mais la justice militaire, par exemple, m'a ouvert ses archives à cause de l'affaire Barbie. Il faut dire que j'avais vu le directeur de la justice militaire et de la gendarmerie de l'époque. Je ne dis pas quelle année pour pas qu'on puisse l'identifier, mais sa réaction a été la suivante. Mais pourquoi vous ne les abattez pas au long d'un chemin? Pourquoi vous les abattez? Directeur de la justice militaire et de la gendarmerie. Mais Simone Veil, quand Klaus Barbie a été ramené, a dit qu'il aurait mieux valu l'abattre dans l'avion. Voilà. Donc les réactions, vous voyez, sont des réactions passionnées de gens. Et nous avons le sens de la justice qui est de passer par un tribunal. Il est beaucoup plus facile. À l'époque, on aurait pu abattre un criminel nazi ou 2 criminels nazis. Mais ce que nous avons tenté, c'était beaucoup plus difficile, c'est de faire condamner un criminel qui avait toutes les apparences de la respectabilité, qui n'a rien fait de mal depuis la fin de la guerre, de le faire condamner par ses enfants, parce que la génération, nous avions exigé au procès de Cologne des jurés de moins de 45 ans, et nous l'avons fait condamner quelqu'un qui avait près de 70 ans, finalement par ses enfants. Et c'était beaucoup plus difficile à obtenir quelque chose de positif, plutôt qu'un règlement de compte. Un règlement de compte, et d'ailleurs Israël a donné l'exemple, puisque
Israël a pris énormément de risques pour faire juger Eichmann à Jérusalem. Au lieu de l'abattre, c'était un petit comptable qui allait à son travail. Comme Lishka, il prenait le tramway. Bon, nous aussi, on pouvait tuer Lishka comme un rien. Et eux aussi pouvaient tuer Eichmann comme un rien. Mais ils ont voulu qu'il soit jugé, que le procès soit un procès pédagogique. C'était aussi entendre pour la première fois les voix des survivants dans ce pays nouveau qui était Israël. Ben oui, pour faire entendre la voix des témoins. Ouais. Ça a été la première fois que dans un grand procès, les témoins ont pu se faire entendre. Parce que à Nuremberg, le président ou les présidents, le tribunal n'a pas voulu entendre les témoins juifs. Il en a entendu, mais il n'a pas voulu qu'une voix juive porte l'accusation, parce qu'il disait que c'était d'être, on peut dire, partial, que les juifs étaient partiaux. Et donc, excusez-nous d'être des victimes. Il n'y a pas eu de procureur juif, il y a eu des témoins juifs qu'on a interrompus assez souvent pour ne pas trop entendre ce qu'ils avaient à dire, mais au procès de Eichmann, ça a été différent. Et d'ailleurs, Beat et moi, nous nous sommes rencontrés le 11 mai 1960, le jour de l'enlèvement d'Eichmann par miracle, coïncidence miraculeuse. Mais à l'époque, ça ne nous avait pas particulièrement frappé. Hein. En tout cas, bon, ça nous, mais après coup, oui, ça nous a frappé. Voilà. Serge, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des individus, Papon, Bousquet, en France, de votre travail, de leur aboutissement et de la conclusion? C'est-à-dire après le mémorial était un travail d'archiviste, d'enquêteur, de rassembler énormément d'archives, etc. Mais c'était un travail d'archiviste. Ensuite, j'ai écrit Vichy-Auschwitz en 83, qui est le récit très précis de l'histoire de la solution finale en France. Et donc j'ai pu montrer pour la première fois à la fois les responsabilités de l'État français, mais également le côté lumineux, c'est-à-dire la compassion de la population française, et que la plupart des 3/4 des Juifs qui ont survécu, et c'est quand même 240 000 Juifs, c'est le moins mauvais bilan de toutes les grandes communautés d'Europe, c'est le bilan de la communauté juive en France, eh bien c'est parce que l'environnement humain, qui a été nourri par la chrétienté, par les valeurs chrétiennes et par les valeurs républicaines, a fait que beaucoup de Français ont aidé, surtout les enfants. Sur les enfants, la proportion d'enfants qui a péri était de 12-13%, alors que dans un pays comme la Belgique ou un pays comme l'Italie, c'est 20% il y avait 20% d'enfants dans la population juive italienne, et il y avait 20% d'enfants dans la population juive italienne déportée, idem pour la Belgique. Et en France, la proportion a été très nettement inférieure. Donc j'ai pu montrer cela dans ce récit très précis de la solution finale, et nous avons regardé les livres d'histoire, mes amis et moi, nous avons regardé les manuels d'histoire du secondaire au milieu des années 70, et nous avons vu qu'aucun des 8 manuels de l'époque ne disait un mot de la participation de Vichy à la solution finale. Pas un mot sur les milliers d'enfants arrêtés au Veldiv, pas un mot sur la livraison, par exemple, de 10 000 juifs en provenance de la zone libre, alors que ce sont les seuls juifs en Europe à arriver d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands directement à Auschwitz. Donc, nous avons entrepris, nous nous sommes dit, à partir du moment où nous serons sûrs d'obtenir en Allemagne contre les criminels nazis qui, eux, étaient les criminels prioritaires parce que c'est eux qui voulaient tuer les juifs. Vichy a apporté le concours de sa police et de son administration. Si on obtient satisfaction en Allemagne, immédiatement on déclenchera l'action contre ceux qui représentent
le gouvernement de Vichy, sa police, son administration, de façon à enseigner au peuple français l'histoire de Vichy par rapport à ce crime contre l'humanité qu'a été l'arrestation et la livraison des Juifs. Et donc, nous avons repéré que le chef de la police de Vichy, René Bousquet, était devenu directeur adjoint de la banque Indo-Suez, que Jean Leguet, qui était son délégué en zone occupée, qui avait négocié avec les Allemands, était devenu président de laboratoires pharmaceutiques importants après un grand passage aux États-Unis où il avait été aussi un dirigeant de l'industrie chimique, et puis que Papon, qui était secrétaire général de la préfecture régionale à Bordeaux, était devenu ministre du budget, et que Paul Touvier, qui représentait la milice de Vichy, était un fugitif insaisissable par la police française parce qu'elle ne voulait pas le saisir. Donc nous sommes emparés de ces 4 affaires, porté plainte, déclencher les poursuites, puis mener avec le président de la République de l'époque, à partir de 1990, disons un combat feutré, mais un combat Par les Mitterrand public, oui, de François Mitterrand, qui avait tendance, parce qu'il avait été à Vichy, et que pour lui, Vichy, c'était pas une période si malheureuse que ça, c'était le début de sa carrière. Bon, ben, Vichy regardait avec indulgence Pétain, le procès Pétain, il avait assisté au procès Pétain, il avait été indulgent avec Pétain, et avec Papon, il redoutait Papon, il connaissait bien Bousquet, il recevait Bousquet, donc on avait affaire à un président de la République qui a été le premier à aller au Veldiv, silencieux à une cérémonie du Veldiv, mais qui en même temps pouvait aller déjeuner après avec René Bousquet, qui était responsable de la rafle du Veldiv. Le pluriel, la tombe de Pétain. Pardon ? La tombe de Pétain. Fleurir la tombe de Pétain, nous l'avons interrompu par un scandale qu'on a mené. On a déclenché un grand scandale avec notre fils, parce que notre fils est notre complice numéro 1. Donc notre fils, nous avons fait savoir que Mitterrand nous avait informé qu'il ne fleurirait plus la tombe de Pétain, et tout le monde était content, bien entendu, d'apprendre cela de notre bouche. Et nous savions qu'il était très têtu, Mitterrand, et qu'il fleurirait quand même la tombe. Et nous avons emmené l'Union des étudiants juifs de France à l'île-Dieu où est enterré Pétain. Et lorsque nous sommes partis, le préfet est arrivé du département, est arrivé en hélicoptère, et il a posé la gerbe de Pétain à côté de la gerbe de Le Pen. Alors ça a été un immense scandale, et Mitterrand, qui avait au moins l'habileté de racheter ses fautes, eh bien, a décrété une journée nationale en hommage aux victimes des crimes contre l'humanité. Et donc nous avons obtenu, disons, une étape avant que Jacques Chirac, succédant à François Mitterrand, 1 mois après, 2 mois après, au Veldiv, fasse le discours qu'en partie on lui a inspiré, en lui donnant les arguments et en lui disant surtout, parce que Jacques Chirac a toujours été intéressé par le sort de l'histoire des Juifs de France, qu'il connaissait bien, en lui disant que la rupture, c'était de dire la France, et pas de dire l'État français. L'État français, Mitterrand l'avait dit avant lui, donc il fallait dire la France, et il a dit la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable en parlant du Veldiv, et à partir de ce moment, il y a eu une mutation, c'est-à-dire que la France a décidé de réparer. Et ce qu'elle pouvait encore réparer,
Il y a eu la pension pour les orphelins que nous avons en particulier réclamée. Il y a eu la création qui permettait à certains enfants déportés qui ne s'étaient pas remis du coup qui avait été porté dans leur enfance d'échapper à la misère. Il y a eu la création de la commission d'indemnisation des victimes des spoliations qui a déjà versé plus de 650 millions d'euros. Et puis la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a été dotée d'un capital de 400 millions d'euros et qui finance des projets de culture, de mémoire, d'histoire, de solidarité et de pédagogie également, les voyages à Auschwitz. Et donc il y a tout un ensemble, un dispositif qui est un dispositif inespéré. Il y a sous les présidents de la République qui, de Gaulle à Mitterrand, ne voulait pas reconnaître la participation de la France à la persécution des Juifs de France. Donc il y a eu quand même une mutation importante. Les changements politiques qu'il peut y avoir, sous De Gaulle qui ne reconnaissait pas, il y avait 1% d'extrême droite, enfin disons relativement peu. Aujourd'hui il y en a beaucoup plus, mais ça n'a rien à voir avec la mémoire. Voilà. On posera sûrement pas mal de questions sur le présent et sur la manière dont, sur votre lecture de l'ambiance en France. Est-ce que aujourd'hui, vous imaginez que la France aurait la même attitude? C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas penser qu'on serait confronté à un antisémitisme meurtrier émanant non pas de l'extrême droite, mais encore que lorsqu'il y a eu l'attentat de Copernic, notre association des fils et filles a refusé de participer à la marche. Nous attendions à la place de la République en disant que ce n'est pas l'extrême droite, mais c'est les terroristes arabes. Je dois dire qu'à ce moment-là, nous le pensions réellement, donc on n'a pas accusé l'extrême droite parce que les synagogues avec des gens dedans, ça ne ressemblait pas beaucoup à l'extrême droite. Mais, comment dire, on ne s'attendait pas à ce qui est arrivé, mais ce qui est arrivé, bon, c'est la France à 500 000 juifs et à 5 ou 6 millions de musulmans. Ces musulmans, parmi ces musulmans, il y a une jeunesse qui a une mémoire qui est comme les Juifs d'ailleurs, qui se souvient des conquêtes coloniales et qui se souvient de la façon dont la France a conquis l'Algérie, par exemple, et qui se retrouve au bas de l'échelle en France, qui ont des ressentiments envers la France, les ressentiments que peut-être leurs parents ou leurs grands-parents qui sont venus travailler dans les années 50 n'avaient pas, qui s'étaient bien intégrés. Cette nouvelle jeunesse, elle est liée aussi, elle se lie aussi parce qu'elle reçoit des informations de partout, elle est liée à cet esprit de reconquête de l'islam qui est une grande tendance. Il y a 50 ans ou 60 ans, les pays musulmans étaient tous sous la botte coloniale pratiquement. Aujourd'hui, ils sont non seulement indépendants, prospères, belliqueux, mais conquérants. Donc, il y a ce lien, et puis il y a la religion qui fait que, on peut passer très facilement de délinquants de droit commun à héros d'une cause politique. Donc c'est un problème grave, mais pour le moment, quand on observe les attentats, on voit que presque tous sont organisés d'une façon disons méthodique à l'étranger ou même en France, mais par des gens qui se connaissent entre eux et qui ont le courage d'agir parce qu'ils sont encadrés, ils ne sont pas tout seuls. Mais dans la masse des musulmans, il n'y a pas des tas de jeunes qui viennent pour tuer n'importe qui, ou pour tuer même un juif comme cible. On ne le voit pas, on l'a vu
à Toulouse avec Mohamed Merah, mais Mohamed Merah n'était pas tout seul, il avait un passé, et un passé qui était, comment dire, marqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, pour se défendre, ne prend pas suffisamment de mesures efficaces. Nous, on est, comment dire, libéraux, mais on a remarqué quand même, il y a 2 ans, on disait, il y a 1 millier de jeunes musulmans qui sont repérés par les liens qu'ils ont avec la guerre en Syrie, avec d'autres militants djihadistes, etc. Eh bien, il fallait les interner administrativement, d'une façon humaine, pas comme on a interné les Juifs en 1939 ou en 1940, mais il fallait les interner, les mettre de côté pendant une période. On l'a fait sous De Gaulle avec les gens de l'OAS et leurs sympathisants, ben, on pouvait le faire avec eux. Tous ceux qui ont commis des attentats étaient des gens repérés. Et on n'a pas pris de mesure. Par contre, la mesure de déchéance de nationalité, qui est une mesure symbolique voulue par l'ensemble des Français, crée dans la classe politique un émoi et terrible, comme si un dictateur allait se manifester en France et profiter de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité pour prendre le pouvoir ou pour assumer le pouvoir d'une façon dictatoriale. Bon, mais je dirais, on l'a observé dans les années 30, on l'a observé très nettement, les démocraties traînent les pieds quand il s'agit de réagir rapidement. La France n'a pas réagi à l'occupation de la rive gauche du Rhin, à des tas de provocations hitlériennes. On attend après la dernière minute pour réagir. L'Angleterre a fait exactement de même, elle n'avait pas d'armée, elle avait, etc. Mais elle a réagi très bien, l'Angleterre. Les démocraties réagissent très bien, l'Amérique aussi n'avait pratiquement pas d'armée en 1941, et elle a développé en quelques mois une énergie extraordinaire. Est-ce que les sociétés occidentales vont développer cette énergie face à des ennemis qui frappent un peu partout, hein, qui frappent en Afrique, qui frappent au Moyen-Orient et qui frappent en France, comme on l'a vu, parce que c'est un meurtre sans comparaison que celui qui a été commis au mois de novembre et avant au mois de janvier, où la France a été frappée dans ce qu'elle a de plus cher, la liberté de caricaturer, de critiquer, etc. Et dans la laïcité, bon, nous ne savons pas. L'avenir est incertain parce qu'on ne sait pas quelle est la capacité je dirais, d'agressivité de la communauté musulmane. On ne sait pas quelle est la capacité de résistance de la famille politique. Et en plus de cela, il y a une droite extrême qui arrive à des niveaux qui n'étaient pas jamais atteints depuis la guerre, quoi. Et encore pendant la guerre, on ne pouvait pas, il n'y avait pas d'élection. Donc on est dans une période d'incertitude. Incertitude aussi, vous voyez un pays comme l'Allemagne, l'arrivée d'un million d'émigrants est quand même quelque chose qui pose des problèmes à la société allemande, et elle peut réagir aussi de façon négative. Les autres pays ne sont pas soumis à cela, sauf l'Italie et la Grèce, bien entendu, mais enfin, ce ne sont pas les mêmes sociétés tout à fait les mêmes sociétés que les autres. Et je vous propose de commencer avec des questions du public pour qu'on puisse avoir le temps de dialoguer tous ensemble. Marc, mon cher président de l'Alliance israélite universelle, qui est en plus notre partenaire pour ce cycle Résistance et Renaissance, je voudrais que tu viennes. Il y a un micro là-bas, il y a un micro sur la scène, et que tu nous dises quelques mots. Je croyais que j'étais en vacances ce soir. Non, mais non, tu n'es jamais en vacances. D'abord, au nom de tout gens de la salle, encore une fois, merci pour le travail du CHGBH.
Vous voyez l'intelligence de Serge, il parle, et Béat fait les accents d'éclat parce qu'il sait qu'elle sera mieux reprise par les journaux. Donc c'est un partage des roses merveilleux pendant leur vie, et très efficace. Et il faut savoir que Serge continue à déployer cette activité. J'ai le plaisir de le côtoyer au sein de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et le travail qu'il continue à faire est tout à fait remarquable. Peut-être un mot, je voudrais vous écouter sur votre lien avec Israël. Votre lien avec Israël et comment vous ressentez la situation ici et le rapport avec toute votre action. Je suis venu me baigner à Netanya il y a 63 ans bientôt, vous voyez. En 1953, je suis allé au kibbutz à Geva et donc je suis allé à Auschwitz en 65 quand personne n'y allait, ce qui fait que j'ai des liens avec Auschwitz et j'ai des liens avec Ils sont Israël. tous les deux israéliens, demain Béat sera israélienne. Avec Israël depuis 1953, mais avant aussi, j'étais au collège à Châteaudun, c'était un régime très, très dur à Châteaudun, et je m'échappais le matin pour voir en 1948 qu'est-ce qui se passait en Palestine, pas en Israël, mais en Palestine. Donc j'ai été également, je le raconte dans les mémoires, en 48, fin 48, j'étais aux Nations Unies à Paris. Les Nations Unies étaient à Paris à l'époque, l'Assemblée Générale, et quand je suis entré pour faire un petit exposé dans ma classe de 5e, qu'est-ce que j'ai entendu? Des hurlements qui émanaient des délégués arabes qui parlaient d'Israël. Alors j'ai compris que ce qui s'était passé pendant la guerre n'était pas terminé et que l'État juif se retrouvait aussi comme cible d'autres ennemis. Israël, c'est un pays pour lequel j'étais toujours prêt à mourir, je ne dirais pas à vivre, parce que vivre, je suis français, j'ai la culture française, la vie en France, j'ai mon village à la porte de Saint-Cloud où j'ai toujours vécu, et je me vois mal vivre en Israël, mais mourir pour Israël, en 67, je suis parti comme volontaire, j'ai acheté mon billet d'avion, et puis je suis parti en Israël, on nous a déroutés à Athènes, et d'Athènes, je suis arrivé le mardi en Israël, j'étais là à la libération de Jérusalem, du mur des lamentations, je suis allé sur le Golan avec une unité qui a... Et notre fils a fait une bar mitzvah laïque à Méron à Golan, le kibbutz qui a été créé par des gens de l'unité que j'avais suivie sur le Golan. Donc j'ai des liens avec Israël, je suis allé très souvent, je travaille avec Yad Vashem très étroitement, je leur donne beaucoup de documents et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, souvent il m'arrive de plaider pour leurs projets, etc. Donc l'Israël est un pays, c'est extraordinaire de voir, et je l'ai ressenti à Auschwitz, vraiment la première fois très fort, c'était que j'appartenais à une génération tout à fait exceptionnelle de juifs, comme vous, à peu près, comme vous êtes un peu plus jeune que moi quand même, nettement même. Mais j'avais participé à la Shoah et j'avais survécu à la Shoah, et en même temps j'avais vu la résurrection d'un État juif après 19 siècles de soumission politique des Juifs, ce qui est tout à fait, extraordinaire, et que donc j'avais des responsabilités pour la mémoire juive et pour je dirais la sécurité de l'État d'Israël. Et Béat l'a ressenti aussi, puisque en tant qu'Allemande, elle est allée au sommet des États arabes, à Alger, elle est allée à Damas, à Beyrouth, je suis allé à Téhéran, chez Khomeini, etc., pour protester, pour dire ce que je pense. Avant-hier, il y a 3 jours, mardi, j'étais à l'ambassade d'Iran pour fêter le 37e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. J'ai reçu une invitation de l'ambassadeur avec Serge Klarsfeld, fils et fille des déportés juifs de France. Je me suis dit, moi j'ai demandé à plusieurs reprises
mon visa pour l'Iran, puisque les négationnistes vont en Iran, pourquoi moi je n'irais pas parler de la Shoah en Iran? Donc j'étais allé protester contre l'exécution du président de la communauté juive de Téhéran en 1979, je suis allé protester, je suis allé la première fois en Iran en 1956, j'ai fait mon diplôme d'études supérieures d'histoire sur la Perse et les grandes puissances de 1907 à 1914, je ne vois pas pourquoi on me refuserait le visa, mais on ne me l'a pas donné. Alors là, c'est peut-être un indice qu'on veut me le donner, et je peux vous dire que un petit peu de protection, ni Forisson, ni Dieudonné n'étaient à cette réception. J'ai vu Alexandre Adler. Mais, alors, Gollnisch. Il y avait Gollnisch. Ah oui, il y avait Gollnisch. Oui. Voilà. C'était une erreur ou un signe? Pardon, il était... C'était une erreur de t'inviter ou un signe que... Non, l'ambassadeur a été très aimable et son secrétaire m'attendait en bas pour me dire que c'est bien que nos deux peuples se rapprochent, ça va doucement, mais... Un vrai scoop. Alors Béate, parlez-nous un tout petit peu de votre lien à vous avec Israël. Moi, je dis que j'étais la première fois en Israël avec Serge. On était en 1966. Je sais qu'on avait loué encore une voiture et on était là dans un kibbutz où je crois qu'on n'était pas tellement chaleureux d'avoir un Allemand. Non, c'était ça, voilà. Bon, après, en tant qu'Allemande, je me suis rattrapée, je crois, parce que j'ai quand même mené beaucoup d'actions, justement, quand le peuple juif était en détresse. Après la guerre des Kippour, je suis allée pour protester contre le traitement des prisonniers israéliens qui étaient capturés sur la hauteur du Golan. J'étais à Beyrouth aussi pour me proposer comme otage quand on a arrêté les Juifs. D'ailleurs, on les a tués après. Et puis dans les sommets arabes, comme à Rabat et à Alger, je dis voilà, en tant qu'Allemande, je sais quelle responsabilité de mon peuple, donc ne faites pas la même chose, essayez de trouver une possibilité de paix entre les pays arabes et Israël. Et puis donc, je me suis engagée, j'ai protesté même contre, quand j'étais dans les pays de l'Est, en Prague et à Varsovie, contre l'antisionisme, contre l'antisémitisme, en chaînant, en disant, voilà, ce sont des pays qui sont antisémites, et c'est, en tant qu'Allemand, je dois dire qu'il doit arrêter. Donc, ce sont quand même des actions que je vais quand même récompenser souvent, parce que quand j'ai rencontré Menahem Begin, il m'a dit, Béate, je suis la première Allemande à qui je serre la main, et puis aussi, quand on a Madame Godamé, que j'ai rencontrée aussi avec Serge, elle a fait aussi un très grand éloge sur moi. Et puis la Knesset m'a proposé en 1970-80 pour le prix Nobel de la paix. Donc, largement mérité. Donc, non, aussi que quand j'étais candidate pour justement, pas la ligne, que c'est une partie quand même de gauche, qui, bon, il y a quelques tendances un peu anti-israéliennes, mais enfin, disons, même là, je dis, je suis une amie d'Israël, d'Amérique et du peuple juif, donc oui, et puis non. Celle qui m'a proposé comme candidate, elle est venue, on l'a invitée il y a un an ici à Yad Vashem, on est venu. Donc non, on a essayé aussi en Allemagne. C'est clair. Voilà. Merci. Je vous propose aussi qu'il y ait des questions. Vous avez des micros de chaque côté. Vous pouvez vous lever et aller poser des questions les uns après les autres. Vous présentez un petit peu? Bonsoir, je m'appelle Roby Hershkovitch et je suis d'origine belge. Je vis en Israël. Je voudrais soulever la question du futur de la mémoire. Je suis fils de déporté de Tchécoslovaquie, mais je suis aussi neveu d'un déporté de Drancy, du 63e convoi. Et ceci, Béate et Serge, je le sais grâce à vous. Et je voudrais vous en remercier, mais le prendre comme exemple, parce que nous avons devant nous la 3e, déjà 4e génération qui ont le grand atout d'avoir accès aux moyens et aux médias sociaux et aux outils qui n'existaient pas avant. Et je veux soulever un exemple très brièvement pour montrer le défi d'aujourd'hui, de demain, qui est de recomposer les mosaïques que souvent les gens disent « Ah, c'est aucune chance que je trouverai ». C'est-à-dire, si on parle seulement de l'hexagone, de jeter un faisceau, un éclairage et de permettre, de faciliter l'accès moderne, digitalisé aux ressources
des archives départementales, par exemple, comme un travail a été fait par vous autres sur Drancy, je parle de Saint-Cyprien et des autres camps du sud de la France, où il est encore aujourd'hui très difficile à reconstituer les traces. Et nous savons très bien, et je peux le dire de ma petite expérience de non-scientifique, que chaque petit caillou qui est soulevé, on retrouve un trésor. Et moi, j'ai reçu, dans mon cas, à reconstituer un parcours inouï de mon oncle, qui finalement a été déporté de Borgo San Dalmazzo en automne 43 pour passer par Drancy. 17 décembre. Exactement. Et c'est donc l'appel que je fais pour permettre votre appui, pour mettre un effort pour avoir accès aujourd'hui aux non-scientifiques, aux élèves de collège, aux petits-enfants, de pouvoir accéder aux archives des départementaux qui sont très difficiles d'accès. Merci beaucoup encore une fois. En ce qui concerne la Belgique, nous avons été à l'initiative pour faire juger Ernst Ehlers, et Kurt Asche, qui était le chef de la police nazie en Belgique, colonel SS qui avait été dans les Einsatzgruppen en Union soviétique, et Kurt Asche, qui était chef du service anti-juif de la Gestapo. À la veille du procès Asche, Ehlers s'est suicidé. Il était magistrat, d'ailleurs, au tribunal administratif du Land de Schleswig. Et Beat a emmené les Juifs de Belgique là-bas, après que nous ayons repéré Ehlers, qui avait un mandat. Normalement, il y avait une instruction ouverte contre lui, et par un de ses collègues qui était au même étage que lui et qui ne l'avait pas identifié. Vous voyez, ça c'était la justice allemande en 1970 à peu près. Bon, en ce qui concerne les archives départementales, vous pouvez être rassurés. Moi, je suis un expert des archives départementales. Je les ai toutes faites, les archives départementales. Toutes, parce que je ne pouvais pas... Lorsque j'ai fait le premier mémorial, je ne sais pas si vous connaissez le mémorial, j'ai fait le premier mémorial, je l'ai fait par convoi et par ordre alphabétique dans chaque convoi, en suivant les listes de déportation que j'avais pu retrouver. Et le deuxième mémorial que j'ai fait en 2012, je l'ai fait parce que on ne pouvait pas mettre en relation les familles, les membres d'une même famille avec le premier mémorial. Souvent, le père a été déporté par un convoi, la mère a été déportée par un autre convoi, les enfants ont été déportés par un ou plusieurs convois. Et comme les gens ont des noms qui sont semblables, il y a beaucoup d'homonymes, il y a plus de 1000 Lévi dans le mémorial. Comment faire le lien entre les personnes qui ont été déportées? Donc, il a fallu que je prenne mon bâton d'archiviste et que je fasse le tour de toutes, c'est-à-dire presque une centaine d'archives départementales pour recueillir, si vous voulez, photocopier le plus de documents possible pour pouvoir ensuite les compiler et, grâce à l'adresse d'arrestation, pouvoir faire le lien entre les uns et les autres. Donc c'était un travail de 30 ans, effectivement. Et ces archives départementales, il y a un accord entre la Fondation, le Mémorial de la Shoah, financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et puis le musée de Washington, avec les archives nationales françaises, pour microfilmer tous les documents qui concernent le sort des Juifs dans chaque département. Le travail est plus qu'à moitié déjà accompli, simplement, aujourd'hui, la France a pris la décision que tous les documents de cette époque sont consultables, et lorsque le travail sera fini, tout peut être mis en réseau, et on peut donc faire la micro-histoire
et écrire. Vous savez, il y a des archives départementales où, jusqu'au plafond, vous avez des documents concernant les Juifs. Chaque famille juive qui s'est déclarée, toutes les démarches qu'elle a faites, etc., etc. Donc on peut écrire effectivement des milliers d'histoires. Et je dois dire que les enseignants qui veulent faire connaître à leurs élèves le sort des Juifs et prendre exemple pour faire une sorte d'éducation civique sur tous les enfants qui ont été déportés. Nous avons repéré tous les enfants, nous avons réuni plus de 5000 photos et publié plus de 5000 photos des enfants juifs qui ont été arrêtés sur les 11 000 qui ont été arrêtés, mais il y a pas mal d'enseignants qui prennent un exemple d'enfant et qui disent à leurs élèves, on va reconstituer l'histoire, on va aller devant la maison où ils vivaient, on va aller aux archives municipales, on va aller aux archives départementales, et on va écrire l'histoire de chaque enfant. Et il y a disons, des manuscrits qui sont extrêmement intéressants, où des petits de 12 ans, 13 ans participent à la reconstitution de l'histoire d'une famille juive. Là, c'est vraiment un travail très intéressant. Bien entendu, ce n'est pas dans la banlieue où il y a une majorité d'enfants musulmans qui, eux, disent on ne parle pas assez de notre histoire à nous. Et il faudrait qu'en France, justement, on enseigne à la diversité des élèves, qu'on enseigne une histoire de France qui soit équilibrée, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent de l'immigration et que ceux qui viennent de l'immigration c'est quand même pas coloniale... comparable. C'est quand même pas comparable. Les jeunes de l'immigration... Vous savez, les cavernes où on enfumait les combattants, les familles... Bon, il y a quand même, dans l'Afrique noire aussi, il y a des unités françaises qui massacraient tout le monde, etc. Bon, il y a une histoire qui est une histoire sanglante aussi. Il n'y a jamais eu de conquête sans qu'il y ait eu des dégâts humains terribles. Et la colonisation, le statut des Juifs est un statut adapté du statut colonial, hein, le statut des Juifs qui est de 1940. Donc, bon, il y a quand même un lien. Les Allemands ont commis le génocide des héréros hein, au début du siècle. Ils ont quand même aussi participé au génocide ou assisté au génocide des Arméniens sans intervenir. Bon, il y a un lien entre ce qui s'est passé, la mentalité des Européens habitués à tuer des gens qu'ils considèrent comme n'étant pas leur égaux, qu'il ne faut pas respecter, et quand même quelque chose qu'il faut étudier convenablement pour pouvoir expliquer tout simplement comment ça s'est passé. Comment des hommes politiques, quand vous regardez Hitler, vous le voyez avec l'horreur qu'il suscite en vous, mais pour quelqu'un qui était en Indochine ou quelqu'un qui était en Afrique noire, un radical socialiste, c'était lui qui était au pouvoir quand il y avait la colonisation. Et Jules Ferry, il est honoré comme tout en France, mais est-il honoré en Indochine ou au Vietnam? Est-il honoré ou est-il honoré en Afrique noire? Vous posez la question. Moi, je ne dis rien là maintenant. Allez-y, Marie. Odile Senouf, vous avez évoqué le premier attentat contre la synagogue de Copernic à Paris. Qu'est-ce qui est manifestement le premier vraiment événement marqué par l'antisémitisme? Qu'est-ce qui a fait qu'à la suite, ça a mis tellement de temps pour que l'ensemble de la population, surtout les autorités françaises, comprennent qu'il y a réellement un renouveau très violent de l'antisémitisme en France? C'est-à-dire que ça a été extrêmement lent entre le moment de l'attentat de Copernic et maintenant. Il y a un très grand nombre d'années. D'abord, ils ont cru que c'était
un attentat venant de l'extrême droite. Ce n'était pas le cas. Et puis ensuite, c'est monté insensiblement et ils n'ont pas assez étudié, leurs ministres de la ville, leurs hauts fonctionnaires n'ont peut-être pas assez travaillé dans les milieux populaires, dans les milieux de l'immigration, ils n'ont pas assez étudié ce qui était en train de se passer. Nous avons ici les représentants de l'OSE qui s'attaquent aussi à ces problèmes. Et j'étais, je dois dire, un enfant de l'OSE en 41, j'étais un enfant de l'OSE. Donc il y a l'ancien président de la communauté, du centre communautaire et de la communauté de Toulouse. Est-ce que tu as vu monter les méras qui ont donné un méra? Est-ce que tu l'as vu monter? Allez, Arnier. Tu peux parler. Tu es entre amis, en famille. J'étais peut-être dans une situation où je pouvais mieux que d'autres. Ah, tu croyais que ça allait se passer comme ça? Est-ce que j'ai vu venir ce qui nous est arrivé? Je serais prétentieux de prétendre que j'avais vu et que j'étais capable de le décrire. Mais j'ai vu monter effectivement cette transformation de la société française, tout simplement parce que je fais partie de cette génération pour qui le combat pour la mémoire a beaucoup compté. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire à quel point, pour moi, Serge et Beat Starzfeld sont vraiment des héros modernes. Et je suis tellement heureux de pouvoir me retrouver ici aujourd'hui pour, avec vous, leur rendre hommage, leur exprimer cet akaratatov, cette gratitude que nous avons tous vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont effectivement, au travers de la mémoire de la communauté juive de France, nous ont redonné cette dignité aussi. Et c'est au nom de ce combat, c'est au nom de cette dignité, parce que je suis un enfant de la génération de la mémoire. Vous êtes la génération du souvenir, et cette génération qui fait le relais entre toutes les générations pour prolonger ce que finalement vos parents ont vécu. Et je me suis engagé très tôt dans un combat contre le racisme, bien sûr contre l'antisémitisme, mais je fais partie de ceux qui ont créé SOS Racisme. Et nous avions à l'époque un rêve. Et ce rêve s'est fracassé finalement parce que Mohamed Merah est né au moment où nous avons commencé à militer contre le racisme pour permettre aux parents de Mohamed Merah de trouver cette dignité à laquelle nous-mêmes nous avions aspiré en France et que nous avions trouvée. Et Merah est un produit de cet antiracisme qui est devenu lui-même l'antisémitisme moderne. Et nous l'avons vu évoluer. Et quand j'étais président de l'UEJF, au début des années 90, fin des années 80, la première chose que j'ai faite, c'est de rompre avec SOS Racisme pour dire que nous sommes en train de nous fourvoyer dans un combat qui est en train de faire monter une génération qui, alors que nous étions là pour l'aider, va nous détester. Et pour tout un tas d'autres raisons qui font qu'à Toulouse, justement, nous étions dans une espèce de laboratoire, de par la petitesse, entre guillemets, toute relative, de la ville et de la société dans laquelle nous étions totalement impliqués. Nous avons vu monter des phénomènes que peut-être ailleurs, pour tout un tas de raisons, on ne voyait pas ou on ne voulait pas voir. Alors dire que j'ai pas vu venir les choses, c'est pas vrai. Et dire que j'ai pu prévoir et que je n'ai pas été frappé de stupéfaction lorsque le 19 mars, j'ai vu ce qui s'était passé à Toulouse, ce serait également mentir. Mais je crois qu'en étant réaliste, je pense que les signes avant-coureurs sont très anciens et que tout a commencé non pas il y a quelques années, non pas il y a 10 ans avec l'assassinat d'Ilan Halimi, mais il y a une trentaine d'années, et peut-être que nous étions tous dans le déni de ne pas vouloir voir cette réalité. Présentez-vous. Victor Goldner, je suis un enfant caché. D'abord, c'est une grande joie et une grande émotion d'être avec vous ce soir, parce que nous avons tous vos livres, tout le travail énorme que vous avez fait pour la mémoire. Mais dans le cadre des relations entre la France et Israël, j'aimerais que dans les livres d'histoire d'Israël, il soit précisé un petit paragraphe, Beat et Serge Starzfeld, un demi-siècle de combat pour la dignité et la mémoire des Juifs de France. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Zerbiv, j'habite Natania en Israël. Donc déjà, je voudrais vous remercier pour
nous donner ce cadeau de rencontrer Serge et Beat Kurzfeld. Donc moi j'avais 2 petites questions, une personnelle et une impersonnelle. La première, Serge, vous avez dit à un moment dans votre livre, quand vous avez retrouvé ce fameux fax sur la Ralph Duvaldi, vous avez dit « à ce moment-là, j'ai retrouvé la foi ». Est-ce que depuis, vous l'avez gardé? Depuis, vous l'avez perdu. Non, j'ai jamais trouvé la foi. Vous avez dit « j'ai retrouvé la foi ». Enfin, la foi dans les valeurs, dans ces valeurs-là, de la mémoire, de la justice, mais la foi religieuse, non, absolument pas. Disons que je fais partie de ces enfants, non pas cachés, mais enfants, comment dire, orphelins tout simplement, qui n'ayant pas vu revenir leurs parents, eh bien, ont coupé les relations avec Dieu. Donc, nous avons coupé définitivement les relations. Je vois mes amis, la plupart d'entre eux, la question de la foi, ils se sentent juifs. Il y en a qui parlent, par exemple, qui ont la culture juive, qui avaient la religion juive avant, ils avaient fait leur bar mitzvah, etc. Mais ils ont coupé quand même. Moi, j'ai pas fait ma bar mitzvah, j'ai pas de culture juive véritable. Je ne sais pas l'hébreu, ni le yiddish, donc je me sens juif par la Shoah et par le... Bon, je suis un mauvais juif sur certains plans, un bon juif sur d'autres. Non, c'est sans aucun jugement. Hein. Pardon ? C'est sans aucun jugement, hein. Dieu m'en préserve, au contraire. La seule chose, c'est que vous disiez à ce moment-là, c'est qu'il était tellement difficile de retrouver ce fax que quand vous l'avez trouvé, vous avez dit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il était tellement difficile de le retrouver. Je n'avais pas perdu la foi dans ces valeurs, puisque je suis allé à Auschwitz. Si je suis allé à Auschwitz, c'était pour garder le lien avec mon père, pour faire un pèlerinage que je considérais comme absolument nécessaire, qui était difficile à l'époque, mais je considérais que j'allais avoir un enfant et qu'il fallait que je renouvelle mes liens avec mon père. Et la transmission, c'était, bon, mon père m'a transmis quelque chose, comme une valise, que je vais transmettre à mon fils sans savoir ce qu'il y a dans la valise. En tout cas, dans ma valise, il n'y avait pas la foi, je n'ai pas ouvert, mais il n'y avait pas la foi religieuse. Voilà. Mais il y a l'éthique morale, profonde. Bien sûr, essentiel. Pas messianique, mais profonde. La deuxième question. J'ai lu une interview d'Arnaud, votre fils, et à ce moment-là, le journaliste lui dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation en France ?» Et à ce moment-là, il vous cite, et il dit, je vais essayer de m'en souvenir, hein, je suis un peu émue d'être là devant tout le monde, il dit à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez donc de la situation en France? Et Arnaud vous cite en disant, vous savez, mon père nous a toujours dit, ceux qui étaient optimistes sont restés en France et sont morts, et ceux qui étaient pessimistes sont partis et ont sauvé leur vie. C'est comme ça que vous l'avez élevé? Il est vrai, si vous voulez, que la leçon que l'on peut retirer de ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est que quand il y a une grande menace, une sorte de tsunami politique, il faut fuir. C'est le seul moyen. La première chose, on m'a posé la question à propos de la kippa. J'ai dit, il a tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas porter la kippa. La première résistance, c'est de survivre. La vie c'est de survivre, et il n'y a pas de raison de se mettre en danger de cette façon. Donc on ne va pas, lorsqu'on habite un quartier difficile, on ne va pas mettre une kippa pour se faire taper dessus. C'est une preuve d'inconscience. C'est vrai que mon père, si j'ai quelque chose à lui reprocher, en 1940, il s'est porté volontaire, il est allé faire la guerre, son neveu a été tué à côté de lui, comme beaucoup de volontaires étrangers, parce qu'on les a engagés dans les luttes les plus dures en 40. Ensuite, il s'est évadé de son stalag, il est revenu à Nice, il aurait pu partir en Italie, il aurait peut-être pu partir aux États-Unis. Il est resté, était dans un mouvement de résistance, mais il aurait mieux fait, ayant une famille, de partir, voilà, s'il pouvait partir. Et à l'époque, il pouvait peut-être encore partir. Donc,
je dis, on ne peut pas... Les Juifs ont été habitués, chaque fois qu'il y a eu un drame et qu'ils se sont retrouvés dans une période de persécution, ben, les pertes humaines ont été très fortes. Les Juifs qui sont partis en Amérique ont transformé l'Amérique, ont eu une vie relativement heureuse, sans doute, et n'ont pas péri dans les camps allemands. Les Allemands ont exigé leur départ. Ils sont partis, mais ils sont partis avec, disons, un coup de pied dans le derrière, mais ils sont partis, ils ont survécu, et ça a été formidable, et c'est formidable pour Israël aujourd'hui qu'ils soient partis en Amérique, que beaucoup soient partis en Amérique. Donc, je dirais que la leçon, pour ça j'ai dit, si le Front National arrive au pouvoir, eh bien, nous partirons de France, parce que bah, nous, on serait menacés d'abord les premiers, et puis... mais ça n'empêche que nous avons combattu la montée du Front National, et les gens qui sont ici, qui sont à Nice, là, au dernier rang, mais qui étaient au premier rang dans la lutte contre le Front National en région PACA, ils savent que j'ai pris position longtemps à l'avance pour le candidat de droite en demandant que les électeurs de gauche votent pour le candidat de droite. Et ça s'est passé. Et ça s'est passé. Donc Serge, la résistance, c'est aussi cela. On va un petit peu avancer, allez-y. Oui, alors moi j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir la famille Karsfeld à Grenoble, ville d'Ordistan. Madame Karsfeld, quelques mois après la gifle, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait même Rabbi à Grenoble. Voilà, alors avant de poser ma question, je voudrais rendre hommage à deux personnes. Votre fils Arnaud, qui à chaque débat télévisé prend la défense d'Israël, mais alors... Mais avant son service militaire aussi, vous le savez. Oui, non, mais il y a ceux qui ont fait leur service militaire, mais qui ne défendent pas Israël. Voilà. Il y a ceux qui ont fait leur service militaire, mais qui ne défendent pas Israël. Ils ne sont pas très nombreux. Bon. Pas très nombreux. Alors, le deuxième hommage que je voudrais rendre, c'est à notre présidente, Madame Claude, avec votre autorisation. Cette semaine, attendez, vous allez applaudir après, cette semaine dans Activité juive, elle a fait paraître un article, je ne vais pas tout vous lire, la France joue avec le feu dans l'espoir d'apaiser sa communauté musulmane. Alors, un paragraphe. Voici ce que m'inspire la dernière déclaration de Laurent Fabius au sujet de l'indépendance de la Palestine. À mes yeux, la France envoie au sacrifice le peuple palestinien à une mort sûre et barbare. En effet, s'agit-il de la Palestine incluant la bande de Gaza, la Judée ou la Samarie? Si oui, et à l'évidence, qui peut imaginer que le Hamas, soutenu par le Hezbollah, et l'Iran laissera à quiconque le pouvoir politique d'un État, quel qu'il soit? Voilà. Merci. Voilà, alors ma question, Serge, j'étais président du Centre culturel juif de Grenoble, c'est comme ça que je vous ai invité il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis en France, en Israël. Et à chaque manifestation, nous avons remarqué un public clairsemé. Des fois, les officiels étaient plus nombreux que nous. Alors, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez l'instaurer, de faire une journée nationale du souvenir sur toute la France. Alors, dernière question. Deux questions? Deux questions? Allez-y. Oui, je voulais demander à Mme Karsfeld quelle était la mentalité et les réactions des générations d'après-guerre en Allemagne. Lorsque j'ai étudié l'hébreu, j'étais assis à côté d'une jeune Allemande et on nous avait demandé, l'enseignant nous avait demandé d'écrire ce qu'on voulait.
j'ai écrit un résumé de mon autobiographie. Je suis fils de déporté, enfant caché, et j'ai écrit quelques pages en hébreu, donc. Et ma voisine, elle me dit, mais en anglais, qu'est-ce que c'est que tout ça fait? Vous avez beaucoup écrit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai répondu, vous allez voir. Donc l'enseignante m'a fait venir sur l'estrade et j'ai lu ce que j'avais écrit. Je suis retourné à ma place, elle était en larmes. Je lui ai dit, ne pleurez pas, vous êtes jeune, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. J'ai une deuxième anecdote. Mon fils a eu un accident, il s'est blessé le bras, il a eu des fractures, et son kinésithérapeute avait un accent qui a paru étrange à mon fils. Il a demandé, mais d'où êtes-vous? Et ce kinésithérapeute, qui n'était plus tout jeune d'ailleurs, lui a répondu, je suis allemand, je me suis converti au judaïsme avec toute ma famille pour essayer de réparer quelque peu le mal qu'ont fait les nazis. Et non seulement il était converti, mais il était ultra-orthodoxe. Une dernière chose, plus anecdotique, dans un avion de New York à Paris, je suis passé dans la rangée et j'ai vu une dame qui lisait un livre en allemand. Nos regards se sont croisés, j'ai failli vous adresser la parole, mais je me suis dit peut-être que vous n'auriez pas apprécié pour rester incognito, pour ne pas que vos voisins s'intéressent à notre conversation. Voilà, c'est tout. Un effleurement dans un avion, Béat. Qu'est-ce qu'il vous a vu en train de lire un livre en allemand? En juillet 86. En juillet 86. Dans un avion pour New York. Oui, ben à l'époque, je faisais pas mal de conférences aux États-Unis, c'est possible, mais en principe, je lisais souvent des policiers aussi. Mais en principe, en Allemagne, beaucoup a changé. Regardez, aujourd'hui en Allemagne, il y a tous les Holocaust-Denkmal à Berlin, les jeunes Allemands l'apprennent à l'école, il y a des jeunes qui vont à Auschwitz avec leurs professeurs. Non, il y a un grand changement dans la population. Bon, les anciennes, en principe, aussi sont engagées. Et vous voyez, quand même, la politique de Mme Merkel est extrêmement pro-israélienne. Et chaque fois, elle dit la sécurité de l'État d'Israël, c'est une raison pour moi de me battre. Non, ça, c'est quand beaucoup changé. Qu'il y ait des mouvements d'extrême droite, bien entendu qu'il y en a. Mais là, les grands partis démocratiques en Allemagne sont tous très pro-israéliens, il n'y a pas de problème. Et puis tous les camps, il y a partout des musées. Non, ça, c'est vraiment ça. On va être obligé de s'arrêter là, parce que vous aurez l'occasion de... Non. Et on va être obligé de s'arrêter là, parce que vous aurez l'occasion, ceux qui veulent acheter un livre, de rencontrer Béat et Serge, et peut-être de leur poser une question de visage à visage, dans notre petit lieu que nous avons réservé pour cette signature. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que... Il faut rappeler encore, en 81, les fils et filles, vous le savez, ont inauguré le monument à Roglit. Donc, rendez-vous, Yom HaShoah, c'est Arnaud maintenant qui vient de faire le discours chaque fois. C'est le rendez-vous à Roglit. Voilà, le jour de Yom HaShoah, venez à Roglit, ce sera une mitzvah, comme on dit, et puis vous verrez Arnaud.